Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. En 6 mois, il disparaît. On n'est plus compétitif. On travaille à 10 € de l'heure, eux, ils sont à 1 € de l'heure. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. C'est des milliers de tonnes de viande qui va débarquer avec des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. Et donc un sommet européen de Bruxelles marqué par la démonstration de force d'un millier de tracteurs. Le gouvernement le français en tout cas, assure qu'il s'oppose à l'idée d'un futur traité de libre-échange avec les pays du Mercosur quand l'Allemagne et l'Espagne pèsent au contraire en faveur d'un tel accord commercial avec l'Amérique du Sud. Oui, d'ailleurs, faut-il mettre fin définitivement à ces négociations ? Faut-il s'engager dans un bras de fer avec la Commission européenne ? Est-ce qu'on doit dire non aux produits alimentaires que nous importerions en cas d'accord, mais oui aux vins et spiritueux que nous exporterions en cas d'accord, justement. Et d'où cette question, accord UE-Mercosur, la France doit-elle s'y opposer ? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité Damien Brunel est avec nous, président de France Grande Culture. C'est la section Grande Culture de la coordination rurale. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct sur Sud Radio. Mon cher Philippe, cet accord. Alors, je suis frappé de voir à quel point on utilise le terme, et vous venez de le faire, Philippe, le terme bras de fer. Est-ce que ça laisse entendre que lorsqu'un pays veut défendre véritablement ses intérêts, il est obligé d'adopter une attitude extrêmement belliqueuse, voire de rupture, pour pourtant tenter d'accomplir ce qui relève du patriotisme le plus élémentaire ? Et en même temps que je dis ça, j'ai bien conscience, même si je ne prononce pas à la sud-américaine aussi bien que vous, que la France n'est pas seule, bien sûr. Et vous l'avez dit, Cécile, l'Espagne et l'Allemagne trouvent des intérêts que la France n'a pas dans ce Mercosur. Mais il faut bien voir qu'ils sont 27 et que la France ne peut pas faire seule tout. Et qu'en définitive, elle est tenue dans un étau à partir du moment où elle décide de rester dans l'Union européenne. Et la conciliation de nos intérêts nationaux avec ce qu'elle doit respecter sur le plan européen est parfois un véritable casse-tête. Françoise de Gaulle. D'abord, les négociations européennes, elles sont souvent rugueuses. La politique agricole commune, c'est la seule politique véritablement en commun que nous avons. On rappelle, c'est un tiers du budget de l'Europe, c'est 59 milliards d'euros aujourd'hui. Il y a eu des discussions fameuses. Margaret Thatcher, give me my money back. On sait, chez Thatcher Chirac, c'était vraiment quasiment du catch. Ça durait des nuits entières et ça recommençait, etc. Donc, c'est pas simplement, c'est pas feutré, forcément, ce n'est pas que techno, la Commission européenne. Et deuxième point, le problème que nous avons, véritablement, c'est que nous aussi, les Français, nous avons un intérêt. Le Mercosur, ça va être la plus grande zone commerciale, en fait, le plus grand marché du monde. On est à 800 millions de personnes, de consommateurs. Si. Ah non, parce que c'est Brésil, Argentine, Uruguay, non, mais Paraguay. dans l'échange entre l'Europe et là, il faut prendre les deux, oui, d'accord. Bien sûr, c'est donc un marché, ça va être la plus grande zone économique où les marchandises vont s'interchanger. Moi, je pense que c'est un terrible coup de poing. Tout à fait, je vais compter. Si. C'est un terrible, j'ai fait la note cette nuit, c'est pour ça que je me suis couché très tard. C'est un terrible, coup de poignard pour les éleveurs, le Mercosur. Ça, c'est évident. On est à 180 000 tonnes de viande par an, dédouanées, etc. Et puis, avec une cinquantaine de molécules autorisées, par exemple, au Brésil, qui sont interdites en Europe. Mais il y a des domaines sur lesquels on est très bon. Dans les domaines, comme disait Philippe, où le Mercosur pourrait nous apporter beaucoup de choses. Donc, moi, j'en viens sur les vins et spiritueux, par exemple. Sur les vins, et même sur les machines agricoles pour les Allemands vont vers de l'Orignol. Après, on est isolé. Donc, j'en arrive à l'idée que il faut arrêter avec ces traités. Évidemment, il faut qu'Emmanuel Macron sorte des négociations, mais que j'en arrive à l'idée qu'il faut sortir désormais l'agriculture, vraiment, des traités de libre-échange. C'est ça qu'il faut faire. Nous ne nous en sortirons jamais, sinon on n'y arrivera pas. Sébastien Ménard. Françoise, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que... Vous n'êtes pas d'accord sur sortir l'agriculture ? Ah mais si, c'est une nécessité. Difficile de faire mieux. Non, mais j'avais pas entendu. Non, c'est une nécessité absolue, parce que on voit bien que si quelque part on n'assume pas
cette préférence européenne, ce protectionnisme, si on n'est pas capable de l'appliquer, il faut sortir, je dirais, compétence par compétence, etc. Ce qui ne peut, quelque part, ne peut pas se confronter à la concurrence globale internationale. Parce que sinon, le nivellement sera... je dirais... Par les OGM. Ça sera... J'exagère à peine, mais vraiment. Ça sera totalement cultivé dans le Mercosur, d'ailleurs, les OGM. Oui, et puis la disparition des éleveurs français. Il faut accepter ça. Voilà, c'est-à-dire que soit on décide finalement d'être mondialiste, voilà, il faut l'assumer. C'est-à-dire que ça permet aussi à des tas d'entrepreneurs comme moi d'exporter dans le monde entier, parce que c'est aussi, faut aussi être cohérent avec ça. Mais c'est aux dépens d'un certain nombre de nos concitoyens qui sont plus fragiles, qui n'ont pas les relais que nous on peut avoir, etc., et qui sont condamnés. Oui. Damien Brunel, président de France Grande de Culture, on est visiblement autour de la table chez nous et un petit peu partout, tous d'accord pour dire que ça n'est pas bien pour notre agriculture. Mais pourquoi le dire seulement maintenant? C'est aussi ma question, j'imagine que c'est aussi la vôtre. Oui, alors au moins ces manifestations ont permis cette prise de conscience. Nous, ça fait 30 ans qu'on hurle dans le désert, on a l'impression d'être tout seul. Et là, ça fait plaisir, mais alors, est-ce que ça va être traduit dans les faits? Tout ce que j'entends autour de la table aujourd'hui, c'est je bois du Tillet, c'est génial. Il faut sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Ça ne nous apporte rien. On a eu le droit à Pascal Lamy, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Qui était le patron de l'OMC. Voilà, il nous avait expliqué que c'était l'idéal, il faut tout libéraliser, que ça allait être génial. C'est une folie. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Pour l'histoire, la coordination rurale, on a eu de très bons échanges grâce à François Ruffin. Il nous avait fait rencontrer le grand chef indien. Alors, je veux pas, oui, il est génial. L'habituel, qui est extraordinaire. Oui, le grand chef qui a cette espèce de soucoupe dans la bouche là. Et ce type-là nous a expliqué le mal que ça faisait. Toutes ces accords de libre-échange, pour eux, on leur rase une partie de la forêt amazonienne pour cultiver. Nous, agriculteurs, à chaque fois, on nous met dans la figure, et M. Fesneau et d'autres vont nous dire, là, je sors d'un rendez-vous avec le préfet, c'est pour que ça, je suis pas à côté de vous. Il nous a répété, comment pouvez-vous être contre le libre-échange? Vous êtes céréalier, la moitié des céréales français sont exportées. Comment vous pouvez être contre? Mais en fait, on a besoin de rééquilibrer nos productions, et on est très mauvais en oléoprotéagineux, surtout en protéagineux. Oui, c'est vrai. Parce que face à nous, on a... C'est par exemple le soja pour les auditeurs. Voilà, le soja. Tous ces pays du Mercosur sont extrêmement performants pour produire du soja. Et nous, on est dans un cercle hyper vicieux parce que comme on n'est pas bon, la recherche dit vous n'êtes pas bon, donc ça sert à rien de mettre de l'argent pour faire des nouvelles variétés parce que personne fait du soja en France, personne fait... on essaie de faire des légumineuses, du pois, du soja, des févroles, toutes ces cultures. Ça fait des années qu'on sait que ce serait un bien pour l'environnement d'en mettre davantage dans nos rotations. Absolument. Mais économiquement, on bouffe de l'argent si on en fait parce que on a face à nous, par exemple, le Brésil, ils sont capables de faire 2 récoltes la même année grâce à leur climat en soja. Comment voulez-vous que nous, avec une seule récolte par an, et en plus de mauvaises récoltes, parce que nos variétés sont les mêmes depuis 30 ans en févrole ou en pois. Donc vous voyez, il y a de vrais enjeux. Laissez-nous être bons dans ces lectures-là, mais on ne peut pas être confronté à cette concurrence tellement déloyale. Allez, Philippe Jean-Pierre, est-ce que j'ai entendu ce matin une expression... C'est pas Jean-Pierre, c'est Damien. Jean-Pierre, c'est l'auditeur. Pardon, excusez-moi, je confondais avec le précédent et... c'est peut-être l'Alzheimer agricole, je sais pas. Mais plus sérieusement, donc ce matin, j'entendais quelqu'un dire que cette crise agricole était pour la première fois le moyen d'ouvrir le capot européen et de voir ce qui s'y passe. Est-ce que vous partagez vraiment cette opinion ou pas? Alors, en partie, mais c'est vrai que le capot n'a jamais été ouvert. C'est-à-dire que toutes les politiques agricoles communes se succèdent. C'est pareil, la coordination rurale réclame à chaque fois, on dit mais faites un bilan, faites-nous un bilan. Et personne ne fait un bilan, c'est-à-dire qu'on réforme, mais sans tirer le bilan. Et le comble étant que Farm to Fork, ce sont les Américains qui ont tiré l'alarme. Vous vous rendez compte, ce sont nos concurrents qui ont tiré l'alarme économique en disant mais vous êtes en train de faire une folie, vous allez déstabiliser les marchés mondiaux à vouloir produire tellement moins. Et seulement quand les Américains ont tiré l'alarme,
notre Europe a commencé à dire peut-être qu'on va se poser des questions. Mais c'était trop tard, c'était signé. Sébastien Ménard et Françoise Degois. Moi, je voudrais juste, c'est pas qu'un petit effet de sémantique, mais vous parliez de concurrence déloyale. Moi, je préférerais parler de concurrence inégale. Parce qu'en fait, il n'y a pas de déloyauté. Il n'y a pas de déloyauté. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais me faire l'avocat du diable. C'est que vous avez des agriculteurs qui, en France, en Europe, travaillent aux conditions. C'est ça qui est déloyal et qui rend quelque part l'exercice déloyal. Mais moi, je travaille au Brésil avec une filiale brésilienne, pas pour vendre des produits en France, parce que je produis et je travaille pour le marché brésilien. Et je travaille là-bas. C'est pas déloyal. Vous avez des agriculteurs brésiliens qui font le même boulot, qui se donnent du mal, etc. Sauf que le coût de la vie n'est pas la même là-bas, la fiscalité n'est pas la même, etc. Mais on a la même chose. On a eu la même chose avec le syndrome des plombiers polonais, etc. Enfin, c'est la même histoire. Hein. Mais puis, par contre, ils utilisent des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec ce que dit Philippe, c'est-à-dire que c'est pas, honnêtement, c'est pas un problème. Moi, je suis d'accord sur la déloyauté, parce qu'il y a une déloyauté, peut-être pas sur le coût social, mais il y a une déloyauté sur les produits utilisés. Je le redis, 52 molécules utilisées au Brésil qui sont absolument interdites parce que c'est des véritables poisons. Oui, mais c'est les règles du Brésil. Donc, c'est la question. Il ne faut pas jouer avec les règles totalement en permanence, les règles de l'adversaire ou même de celui avec lequel vous allez. Après, moi, je vous trouve tous très durs quand même sur l'Europe. Je le redis, la PAC, seule politique agricole commune, quand on regarde, elle a 50 ans, quoi. Quand même, la PAC a permis aussi de sauver des exploitations. Est-ce que ça, vous pouvez le reconnaître, cher ami céréalier? Vraiment. Damien Brunel, plutôt, ça a détruit plus ou maintenu plus d'exploitations, la PAC? 9 milliards de PAC cette année. Hein. Depuis 1993, depuis cette réforme, cette PAC a quand même elle a révolutionné notre façon d'être vu et notre façon de travailler, dans le sens où nous dépendons de primes qui sont vraiment, on passe pour des assistés et on a perdu les 2/3 de nos exploitants. On était 1 million d'agriculteurs en 90, on est 300 ou 400 000 aujourd'hui. Vous voyez quand même que c'est terrible. Oui, mais excusez-moi de vous le dire, les exploitations grandissent. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est surtout que c'est les gros qui absorbent les petits. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ce qui grandit, c'est la taille des céréales, et ce qui rapetisse, c'est la taille des élevages. Vous êtes d'accord avec ce constat? Ah, ça, je suis d'accord. Et les élevages grandissent énormément aussi, parce que aujourd'hui, le modèle européen nous pousse à l'agrandissement. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est est-ce que l'on veut... Parce que moi, j'ai vu des beaux slogans qui sont sympathiques, votre faim sera notre faim, etc. Mais il faut pas rêver, hein. Vous aurez toujours à manger demain, et ça, l'Europe en a conscience. C'est-à-dire que les fermes feront plutôt des dizaines de milliers d'hectares, des milliers d'animaux. Comme dans le Nouveau Monde. À manger, en fait. Cette nourriture viendra notamment, c'est pour ça qu'ils font des accords avec différents pays, mais la nourriture viendra d'ailleurs, ou alors elle sera même faite en France, mais dans des conditions qui ne sont pas celles de l'exploitation familiale. Absolument. Et je vous rejoins sur un point, c'est que la souveraineté alimentaire, nous on la demande pour tout le monde. C'est-à-dire que pouvoir choisir son mode de production, pouvoir avoir une influence et pouvoir protéger ses agriculteurs. Moi, j'ai beau être céréalier et avoir une partie de mes céréales qui sont exportées, je demande à ce que l'Afrique ait la même possibilité de protéger son agriculture. Parce que tous ces gens, tous ces problèmes d'immigration, c'est beaucoup d'agriculteurs qui... Vous pensez bien que eux, si leur coût de production en Afrique, avec les conditions climatiques qu'ils ont, c'est, je dis une bêtise, mais c'est 400 ou 500 euros la tonne de blé, si on leur exporte du blé à 200, ils peuvent pas vivre. Absolument. Ou si on leur met du poulet. Donc vous voyez, la souveraineté, c'est pour tout le monde, et c'est un enjeu capital, même pour nos problèmes migratoires. Bougez pas, Damien Brunel, parce que ça sonne au 0826 300 300. Jean-Pierre, qui était avec nous de Marseille. Une réaction, Jean-Pierre? Moi, c'est très simple. Moi, je pense que la déloyauté consiste dans le fait que l'Europe ne défend pas l'Europe. Elle a ouvert le marché européen à tous les vents. Ça a détruit en 40 ans le textile européen. Ça a détruit le pharmaceutique européen. Ça a détruit l'agriculture. Alors, moi, je pose la question. Si demain, on a à nouveau une crise de type Covid, avec tous les conteneurs bloqués aux quatre coins du monde, qu'est-ce qu'on va manger demain ? Un vrai sujet. Ces gens-là passent le temps, qui ne sont pas élus, qui sont élus par personne.
qui confisque la démocratie. Non, la Commission européenne, non. Non, mais je sais très bien. Je veux parler, s'il vous plaît. Il confisque la démocratie, c'est-à-dire que le peuple est contre certaines choses et Macron est obligé d'aller supplier Van der Leyen. Et Van der Leyen n'est pas élu. Et ces gens-là ne retiennent rien de leurs erreurs. Rien. Le Covid a démontré qu'on avait besoin d'indépendance et de souveraineté pharmaceutique et dans tout un tas de domaines. On n'avait même pas de masque en France. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent encore plus les frontières, sans taxation aux frontières de l'Europe. Ils font n'importe quoi. Alors, bougez pas, Jean-Pierre. On va faire répondre, si vous permettez, Damien. Françoise, 2 secondes, de faire répondre Damien Brunel. Damien Brunel, pour répondre à Jean-Pierre de Marseille. Eh ben, non, mais je partage le point de vue de ce monsieur de Marseille. Je rajoute que, alors je sais pas si je suis dans le sujet, mais j'ai entendu dire que c'était déloyal ou inégal. Je souhaite quand même que l'on garde les mêmes. Moi, j'aimerais avoir une retraite convenable, donc je ne souhaite pas, je ne vise pas les mêmes règles internationales. Je ne souhaite pas avoir les mêmes lacunes en produits de traitement. Je souhaite, si le consommateur m'interdit certains produits de traitement, je suis pas forcément opposé, mais je veux fonctionner dans des règles humaines, familiales, etc. Et puis, je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire. Je suis dans une région où il y avait beaucoup de textiles. Je suis du nord de la France. Oui. Ma maman a connu une époque où dans le village, nous, on avait plein de métiers à tisser et de métiers à broder. Il n'y a plus rien. Les derniers sont partis en Turquie. C'est fini. Et alors, on a quand même des vêtements, mais les vêtements, ils viennent plus de chez nous. C'est vrai. Merci. Et on a tué une filière. Merci beaucoup, Damien Brunel, d'avoir été avec nous, un président de France Grande Culture, la section Grande Culture de la coordination rurale. Merci, Jean-Pierre. Vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu, ça va quoi? Oui, ça va surtout être chaud. Que là, il y a Sébastien Ménard. Là, ça va être chaud. Je les vois, ça va être chaud. Allez, à tout de suite.